On va commencer par établir notre motivation pour la journée. Et un des points de départ pour établir notre motivation, c'est souvent d'observer qu'on n'est pas là par hasard. On est là parce qu'il y a des choses qu'on souhaiterait améliorer peut-être dans notre esprit, dans nos activités physiques et verbales. Et donc ça nécessite peut-être de reconnaître qu'il y a des choses qui coincent parfois dans la vie et que c'est peut-être à cause de ça que, en partie, on est ici ce matin. Et il ne s'agit pas de le pousser d'un revers de main, ça, parce que c'est ce qui permet également de produire dans notre esprit une motivation, d'aller vers un endroit sûr, un endroit de protection. Et c'est en ce sens que on a cette terminologie de dire je vais vers le refuge. Et que dans le bouddhisme, c'est une aspiration profonde de réaffirmer la direction qu'on veut donner à notre existence. Et le faire le matin comme ça permet que ce qu'on va faire va être plus puissant, plus fort, parce qu'on n'oublie pas la grande image. Et cette grande image, c'est de se souvenir que, au fond, on fait ça pour trouver cet endroit sûr, au-delà de la peine, au-delà de ce qui coince, cet état sans peur, cet état d'infini bonheur. Et on le fait avec une motivation pas seulement personnelle, mais on essaie de connecter ça à une forme d'altruisme. Et le refuge nécessite l'appréhension de certains problèmes. Si en montagne on prend refuge, c'est parce qu'il y a l'orage. Et l'orage de notre existence, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la souffrance physique, c'est le fait de prendre de l'âge, c'est la fin de vie, etc., etc. Et le refuge, il est de deux types. Le premier, c'est l'accomplissement de notre potentiel. La proposition étant que tous les êtres sensibles partagent cette nature de devenir totalement éveillés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils le deviennent tous dans cette vie, parce qu'on voit que ce n'est pas le cas, mais on a tous au moins ce potentiel. Et on peut réaffirmer cette direction dans notre existence, de se dire voilà, je vais vers l'accomplissement de mon potentiel. Et si vous ne pensez pas que ça peut être la bouddhéité, alors dites-vous simplement plus de paix, plus de joie, plus de disponibilité d'esprit, mais au moins prendre refuge vers quelque chose qui est un meilleur, qui est une destination plus sûre. Et pour accomplir ce refuge, on le fait parce qu'on est assisté par des maîtres, des enseignements et par une communauté. Et ça, c'est le refuge extérieur qui nous aide, mais qui est une forme de protection aussi. Parce que vous allez voir, particulièrement aujourd'hui sur le sujet de shamatha, c'est très difficile de produire ces instructions par nous-mêmes. On pourrait y arriver, peut-être qu'il nous faudrait plusieurs vies, mais quand on a ces instructions déjà et qu'on les met en œuvre dans la pratique, alors on gagne un temps
important. Donc je vous laisse formuler cette aspiration de prendre également refuge dans les êtres éveillés, leurs enseignements, la communauté. Et de le faire avec cette intention la plus altruiste possible que par le rapprochement de notre conscience avec notre potentiel à venir, on puisse être plus à même de développer en soi des qualités d'ouverture du cœur, de bienveillance, de compassion. Et c'est avec cette saveur particulière qu'on va vers le refuge. On va vers le refuge parce que, en accomplissant ce refuge, ce potentiel, eh bien, on est plus à même de venir en aide aux êtres sensibles autour de nous. Et je vous laisse formuler cette aspiration la plus altruiste possible avec vos propres mots, votre propre langage intérieur. Ok. Alors juste un petit plan de la journée au niveau des horaires. On va avoir une première session 10h, 11h10, une deuxième 11h40, 12h50, une troisième, un groupe de discussion de 14h20 à 15h, une session de 15h à 16h et une autre de 16h20 à 17h30. Voilà le programme. Donc on va se lancer pendant 4 semaines dans cette épopée de Shamatha passionnante. Shamatha qui veut dire Shama calme, Ta demeurer, demeurer calme, c'est la traduction la plus littérale de ce que c'est, que ce qu'on traduit parfois par le calme mental. Mais encore une fois, le calme mental, c'est pas vraiment une traduction littérale du sanskrit et du tibétain. C'est un peu comme on l'a traduit chez nous, mais il n'y a pas que le mental dans ce qui est calmé par shamatha. On calme également le corps, c'est important. Donc demeurer calme, c'est, on pourrait dire, l'entièreté de notre individu qui est calme, pas seulement la conscience mentale. Donc on va se lancer pendant 4 semaines sur l'exploration de la technique qui conduit au calme mental. Et je l'ai enseigné à multiples reprises au centre, dans des retraites, dans des petits programmes. Et là, pour la première fois, je vais enseigner la technique sur la base du Lamrim. Le Lamrim, c'est un texte, c'est une catégorie de textes qui veut simplement dire les étapes graduées vers l'éveil et qui est une manière de condenser tous les sutras du Bouddha de manière graduelle. Et moi, je vais utiliser 2 de ces Lamrim, 2 de ces textes qui sont 2 textes du même auteur, qui est Lama Tsongkhapa. Je vais utiliser le grand Lamrim, Lamrim Chenmo,
et le lamrim intermédiaire. Malheureusement, il n'existe pas de traduction française de ces textes, pas encore, pas des traductions satisfaisantes en tout cas, mais ça va venir. Il y a 2 traductions qui vont se faire en fin d'année, je crois, aux éditions Mahayana. La traduction du Grand Lamrim dans les chapitres de la sagesse et de la sérénité, donc ce qui nous importe dans ce sujet, et un commentaire de Geshe Zopa sur justement la sérénité. Je vous ai envoyé un petit texte qui est la structure du texte du Lamrim, qui est un texte un petit peu indigeste, parce qu'il y a plein de chiffres et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est normal. On va essayer de le clarifier ensemble. C'est considéré c'est connu comme étant quelque chose d'un petit peu difficile à traiter. On va essayer de faire une mise en page un peu plus sympa pour vous l'envoyer, pour que ce soit plus digeste, mais c'est la seule chose qui soit vraiment disponible aujourd'hui en français, mais qui nous donne une idée de structure. Et c'est un texte important parce que c'est ce qui nous permet de à la fois aller dans les grands détails du texte et à la fois revenir à la grande image. Parce qu'en fait, tout part du point de départ. Dans la structure du texte, du Lamrim Chenmo, du grand Lamrim, tout part du point de départ. Comment extraire l'essence de cette vie? Comment tirer au maximum l'essence de cette existence qu'on a? Et après, il déroule en la voie commune aux personnes de moindre capacité, la voie commune aux personnes de capacité moyenne et la voie commune partagée par les personnes de grande capacité. Et puis après, il déroule, et après on arrive vraiment dans les détails. Donc ça permet, dans sa pratique, de voir à la fois les détails et la grande image. Hyper important ça. Mais on va avoir vraiment le temps de plonger là-dedans et j'espère, vous aurez une idée plus claire de ce que c'est vraiment de cette structure-là. Je vous ai transmis aussi 2 textes qui sont la technique à proprement parler, 5 fautes, 8 antidotes. Je vous ai donné ça aussi, qui est les 9 placements de l'esprit. Vous avez les étapes de Shamatha aussi. Et tout ça, ça va nous servir de base pour venir explorer cette technique de Lama Tsongkhapa. Alors, quelques mots sur Lama Tsongkhapa pour commencer. Pourquoi je me suis servi de ce qu'il a écrit lui et pas un autre? Alors, Lama Tsongkhapa, c'est un grand maître tibétain, un être qui, il est dit, a atteint l'éveil dans cette vie, un être éveillé, qui est né en 1357 dans le nord-est du Tibet, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Xinjiang, vers Xining. Et il est mort en 1419, je crois. Très grand maître tibétain, un érudit, à la fois yogi et grand érudit, et il est à la base de l'école Gelugpa, qui est l'école des bonnets jaunes, à laquelle appartient Sa Sainteté le Dalai Lama. Il a pris dans sa vie énormément d'enseignements dans l'école Kagyu et dans l'école Sakya, qui sont 2 autres écoles importantes du bouddhisme tibétain. Il a été assez peu en contact avec l'école Nyingma, mais son maître, Rendawa, était lui-même un grand maître Sakya. Et il a composé assez jeune ce Lamrim Chenmo, et il a assez tôt eu des disciples d'une érudition incroyable. Il a passé 4 ans en retraite solitaire à absorber tous les sutras qui étaient disponibles dans le canon tibétain, ainsi que tous les commentaires des maîtres indiens. Ça représente énormément de textes.
il a fait énormément de retraites personnelles. Il a accumulé plus de 3 500 000 prosternations aux 35 Bouddhas. Il a fait des retraites tantriques toute sa vie. En fait, toute sa vie, il a alterné entre enseigner et des retraites personnelles. Peut-être, enfin, des retraites en groupe aussi. Il a fait des retraites à plusieurs. Avec ses disciples, ils allaient dans un endroit. À chaque fois, il essayait de changer d'endroit. Et il passait plusieurs mois, plusieurs années parfois à méditer. Et on connaît Lama Tsongkhapa comme un très grand yogi, comme un très grand érudit, pardon. On le connaît beaucoup moins peut-être comme un très grand yogi. Il était, je crois, très intéressé par cette pratique du calme mental. Et il a apporté une contribution majeure à cette pratique. Avant lui, il était assez rare que la technique pour atteindre le calme mental, pour développer shamatha, il était assez rare que cette technique soit mise sur le papier. C'était vraiment quelque chose qui était transmis de maître à disciple, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'échanges à avoir, et puis on parle là de quelque chose qui a lieu dans l'esprit, comment faire de la lumière sur ce qui se passe dans l'esprit. Atisha s'y est pas tellement risqué. Lama Tsongkhapa est un des premiers à avoir vraiment compilé un texte sur la méthode qui conduit à shamatha, au calme mental. Et on pourrait le prendre comme simplement une synthèse des textes classiques, mais on voit par l'apprentissage de son histoire que ce n'était pas du tout le cas. Quand il avait 33 ans, Lama Tsongkhapa, il a écrit une lettre ouverte au Tibet qu'il appelait requête provenant d'un cœur sincère. Et à cette époque, il pointait déjà du doigt les failles dans la manière dont pratiquaient les gens, dont shamatha était pratiqué à cette époque. Et un des détails de ce texte, par exemple, il remettait en question le fait que la pleine conscience, un des leviers de shamatha, qu'on appelle aussi parfois la mémoire ou la remémoration, le fait de ne pas perdre son objet de méditation, si c'est le souffle, de ne pas le perdre. Il remettait en question le fait qu'à son époque, la pleine conscience pouvait être simplement le fait de ne pas oublier. Mais ce qui se passait à son époque, c'est qu'il y avait énormément de pratiques où les gens pratiquaient la pleine conscience sans objet. C'est-à-dire c'était une conscience ouverte, une conscience qui n'oublie pas, une conscience où on est un peu conscient de tout, un peu indéterminé, il n'y a pas d'objet de méditation, mais on ne perd pas notre pleine conscience. Et dans ce texte qu'il écrit quand il a 33 ans, en 1390, il pose la question en disant « Mais est-ce que c'est vraiment l'intention des textes classiques et des sutras que de dire que la pleine conscience, par exemple, puisse être sans objet ?» Parce que pour lui, en lisant les textes classiques, il voyait très vite que la définition de la pleine conscience, c'est une absence de distraction par rapport à un objet familier. Donc il remettait en question le fait qu'on puisse développer le calme mental sans prendre d'objet. Et il a également posé la question de se dire, est-ce que toutes les méditations sont non discursives, par exemple ? Est-ce que la méditation, c'est nécessairement se vider l'esprit, c'est nécessairement ne pas mettre en œuvre aucune réflexion, aucun mouvement de différenciation, d'analyse? Parce qu'à l'époque, il y avait quand même cette habitude dans la pratique de la méditation de dire, il y a des domaines qu'on étudie, mais dès qu'on médite, alors là, c'est ouvert, il n'y a plus rien en fait. Il ne faut rien faire. Il faut s'asseoir et il n'y a rien à faire. Il faut se désengager de toute activité, toute pensée, toute verbalisation intérieure, c'est une forme d'obstacle. Et lui disait, mais c'est complètement contradictoire avec les textes classiques, ça. Et je pense que c'est vraiment la patte de Lama Tsongkhapa de se dire, il y a une séquence qui est que d'abord on entend des enseignements, ensuite on y réfléchit,
Et cette chose sur quoi on a réfléchi, c'est ça qu'on va venir intégrer par la méditation. Il y a une séquence qui est maintenue, par opposition à se dire, il y a des choses sur lesquelles on réfléchit et il y en a d'autres sur lesquelles on médite, mais il y a une scission entre les deux, il y a une barrière complètement imperméable. Et ça aussi, c'est une révolution dans l'apport de Tsongkhapa pour l'histoire de Shamatha, c'est de se dire que même le calme mental, c'est quelque chose sur lequel on doit être en contact avec des instructions, on doit y réfléchir et il y a une méthode à appliquer. Donc dans ce texte qui est passionnant, il pose la question ouverte à tous les pratiquants tibétains de l'époque pour leur dire est-ce que c'est vraiment ça le sens de Shamatha. Et il va même plus loin sur la vacuité par exemple, parce que certains disaient la vacuité c'est au-delà de toute élaboration. Donc il n'y a pas de raisonnement qui peut conduire à comprendre la vacuité. Sauf que ça contredit, par exemple, les enseignements de Nagarjuna sur la vacuité. Donc lui, il voyait que c'était un problème aussi. Donc il a formulé toutes ces questions et il les a synthétisées ensuite dans ces deux textes du Lamrim, qu'on peut prendre comme quelque chose de froid, ou on peut le prendre comme des instructions pour la pratique. Et c'est la grandeur, je pense, de tous les Lamrim, c'est que c'est des instructions pour la pratique. Et moi, je l'ai étudié à plusieurs reprises, et parfois, quand on va trop vite dans ces textes-là, on oublie que ce sont des instructions pour être intégrées dans la pratique. On a l'impression que c'est une description, en fait. Quand on voit le petit éléphant, là, dans Shamatha, les étapes de l'éléphant, qui sont les étapes qui conduisent au calme mental, on a l'impression que c'est la description de ce qui se passe. Mais ce n'est pas seulement la description, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Et l'apport de Tsongkhapa, c'est de dire, c'est une forme de pilotage. Shamatha, c'est une forme de pilotage. On pilote son esprit. Et que si on a l'impression que Shamatha, ce n'est pas une forme de pilotage, et qu'on pense qu'il n'y a qu'un seul bouton sur lequel on va appuyer, celui de la pleine conscience par exemple, oui, voilà, la méditation de calme mental, c'est j'ai le souffle, je suis focalisé sur le souffle. Il n'y a que ce bouton-là. Ce qui est un petit peu la manière dont peut-être certains pratiquaient à son époque, mais c'est aussi peut-être la manière dont certains pratiquent aujourd'hui, et je pense que c'est un peu universellement la tendance. C'est qu'on se dit assez naturellement, si moi je veux être calme, serein et avoir l'esprit stable, il n'y a rien à apprendre. C'est un petit peu comme un spa mental. Quand tu vas au spa, tu n'as pas à réfléchir, tu te mets sur la table, tu te fais papouiller, tu te fais masser, tu es tranquille, tout se passe bien. C'est un peu contre-intuitif de se dire que pour se calmer, pour développer la sérénité, une grande paix intérieure, il faille employer une technique qui provient de l'apprentissage d'une théorie. C'est contre-intuitif ça. Et je vous exhorte à vous dire que, à donner la chance à cette technique, en tout cas pour ces 4 sessions, de vous dire, je vais faire l'essai de voir quand même. Je vais me mettre au cœur d'une expérience et je vais voir si vraiment ça peut fonctionner un peu plus ou pas. De se dire, il y a quand même des leviers sur lesquels il va falloir appuyer. Parce que si Shamatha, à mon sens, est plus technique que de piloter un avion et qu'on pense qu'il n'y a qu'un bouton sur lequel on va appuyer, c'est un peu comme les enfants qui vont au salon du Bourget, qui rentrent dans un Mirage 2000 et puis qu'ils appuient sur un bouton et puis ils ont l'impression qu'ils vont partir dans le ciel, qu'ils vont décoller. Mais si moi je monte dans un cockpit d'un Airbus à 380 et j'appuie sur un bouton, au mieux je pense que je pourrais aller allumer les lumières dans la cabine. Mais c'est vrai aussi que quand on applique juste la pleine conscience, il se passe quelque chose. On allume les lumières, il peut y avoir un résultat. Je ne vais pas non plus dire qu'appliquer seulement la pleine conscience, ça ne sert à rien, parce que c'est un des leviers. Mais dans la technique, c'est la mise en œuvre d'une séquence de boutons qu'on va essayer d'observer tous ensemble, parce que si
l'esprit est comme un avion, il va falloir apprendre la séquence pour que l'avion décolle. On ne va pas se contenter d'allumer la ventilation dans les toilettes. Même si c'est important, ça sert aussi. Hein. Et ça, je pense que dans le Lamrim, c'est vraiment quelque chose qui est très clair, qui est qu'il faut investir du temps. On passe parfois 15 heures à apprendre à jouer à la belote, on passe parfois 20 heures, on passe plus de 20 heures à apprendre à conduire une voiture. Eh bien, je pense qu'on devrait tous, au moins dans notre existence, faire la démarche d'apprendre à piloter son esprit. Parce que les bienfaits de ça sont énormes. Et je pense ça va être un des sujets d'aujourd'hui, d'en parler, de ces bienfaits. Donc, pour commencer, on commence toujours par la motivation. J'aimerais pouvoir vous assister à imprimer dans votre esprit, à produire dans votre esprit une motivation que pour ces 4 mois, on fasse en sorte de pouvoir s'investir dans cette technique, de lui donner sa chance. Ce qui veut dire aussi dépasser les réserves qu'on va avoir, dépasser la difficulté, la terminologie, des concepts, parce que tout ne va pas être très simple nécessairement, mais de donner sa chance à cette technique. J'étudie le calme mental depuis plus de 10 ans et j'ai jamais trouvé quelque chose qui soit aussi précieux que la technique que nous a léguée Lama Tsongkhapa. Je trouve nulle part, dans aucune tradition, et ce n'est pas du prosélytisme, hein, je ne vais pas essayer c'est pas du marketing non plus. Hein. Mais personnellement, en termes de compréhension de ce qui se passe pour que l'esprit se focalise, nulle part ailleurs, c'est aussi développé que dans cette technique qu'on retrouve dans le Lamrim Chenmo. Et souvent, quand on l'étudie, moi je l'étudiais à Nalanda, dans le monastère de Nalanda, on y a passé plusieurs mois sur cette technique, et on va d'un point à un autre, et à la fin on se dit, bon, je vais aller écouter une vidéo sur la pleine conscience pour apprendre la méditation, parce qu'on a du mal à savoir comment ça peut s'appliquer dans la pratique. Et c'est là où moi je vais essayer de vous assister un petit peu, pour essayer que nous, tous ensemble, on puisse essayer de voir ce qu'il y a de pratique derrière ça, de voir la substance de ça, pas d'en rester à des listes. Il faut qu'on arrive à transformer cette théorie dans la pratique. C'est comme si on avait une partition, maintenant il faut que ça devienne un morceau de musique. C'est exactement la même chose. On passe de phrases à qu'est-ce que ces phrases veulent dire dans notre expérience, qu'est-ce qu'elles viennent toucher en nous, pour vous pouvoir trouver ces leviers intérieurs qui vont permettre à ce que le calme et la sérénité s'établissent dans notre esprit. Donc il est vrai que cette technique, elle est assez, elle demande un investissement pas seulement sur 4 mois, c'est vraiment, je pense, une voie, c'est un engagement, mais les bienfaits sont immenses. Et malheureusement, je remarque assez souvent que certains étudient cette technique et pourtant ressentent le besoin d'aller chercher ailleurs des conseils pour la pratique. Est-ce que c'est parce qu'on la regarde de manière trop superficielle? Est-ce que c'est parce qu'on manque à comprendre son côté pratique? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on pense que, encore une fois, calme mental égale absence de théorie? C'est peut-être un peu la conjonction de tout ça. Peut-être parce qu'on manque de temps aussi. Mais je pense que quand on s'investit dans cette technique-là, il se passe quelque chose. On peut beaucoup plus sûrement mettre son esprit sur les rails d'atteindre le calme mental, shamatha. Voilà, cette introduction pour ces textes importants. Est-ce que vous avez des questions avant que je poursuive? Oui, Cyril? Sans objet. C'est ça qu'il dit? Oui. Oui, d'accord. Et du coup, pour la méditation sans objet, c'est comment ça? Alors,
C'est exactement pour ça, parce qu'il y avait justement à son époque un type de pratique qu'on appelait la méditation sans objet. Mais lui, sa contribution, c'est de dire la méditation sans objet, en fait, l'objet, c'est la conscience. Mais il n'y a pas de méditation sans objet parce que tu ne peux pas travailler la pleine conscience si tu n'as pas un objet focal stable. Et que cet objet, tu ne l'aies pas trouvé même assez fermement. On dit de la pleine conscience, et c'est Asanga qui le dit, ça, la pleine conscience, elle a comme objet un objet familier. Donc c'est vraiment pour ça que Lama Tsongkhapa a, je pense, aussi écrit ce petit texte. Parce que la méditation sans objet, en fait, les gens, non seulement ils méditaient sans prendre d'objet, ils ne comprenaient pas que la conscience était l'objet, donc c'était une conscience ouverte, mais qu'à un moment, quand ils arrivaient dans un état un petit peu second de félicité, de clarté, ils avaient même l'impression que c'était la réalisation de la vacuité. Donc en fait, ils s'embrouillaient. Ils avaient du mal à comprendre qu'est-ce qui est méditation de placement, qu'est-ce qui est méditation de discernement, méditation analytique. Ça va? Moi, j'ai Oui. une question aussi. La méditation sans objet, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou vipassana? C'est la même chose? Alors non, ça c'est trois choses complètement différentes. La pleine conscience, c'est la fonction de l'esprit qui n'oublie pas son objet. Vipassana, on va en parler ce matin. Et méditation sans l'objet, c'est une méditation de placement sur la nature de la conscience. Voilà. Vipassana, il y a toujours un objet. En fait, c'est la pleine conscience aussi. Non, dans Vipassana, il y a le facteur mental pleine conscience qui opère, mais il y en a d'autres aussi. Vipassana, c'est peut-être la compréhension de la nature de l'esprit, par exemple. Mais méditation sans objet, en général, ça se réfère vraiment au développement de calme mental sur la nature de la conscience. En Zoom, on n'a pas les textes, c'est important ou pas? Alors, vérifie dans tes... Tu t'es inscrit quand, Liliane? C'est hier, on a regardé les Ah, mails. je les ai envoyés avant-hier, les textes. Plusieurs personnes ont dit la même chose. J'essaierai de les trouver sur mon disque dur et je vous les enverrai à la pause sur le chat. Ok. Donc on va plonger dans le texte et plutôt que de suivre l'habitude que j'ai d'enseigner directement en commençant par les 5 antidotes, les 5 fautes et les 8 antidotes, on va vraiment suivre la structure du texte. Commençant par le début. Oui. Je n'ai pas eu le texte parce que je me suis inscrite hier soir. D'accord, ok. Vous avez une copie? Non, j'ai pas de copie, mais on pourra peut-être en faire une à la pause, peut-être. Ou si vous voulez le partager. Je suis en train de les mettre sur le chat. Ah c'est super, merci Catherine. Pour les gens qui sont ici, effectivement, je sais pas dans l'autre sens, qui est-ce qui a déjà le texte? J'ai un PDF là. T'as le texte? Moi, je l'ai, ouais. Il y en a deux qui ont le texte? Moi, je suis sur le téléphone. Oui, c'est... De toute façon, on va le suivre. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Hein. Enfin, c'est pas très grave. Vous pourrez le consulter en dehors de la session. Et moi, je vais surtout me servir du Lamrim Shenmo. Et ça, vous l'avez pas de toute façon. Hein, parce que c'est en anglais. Ok. Donc le texte commence, on est au premier chapitre du 3e volume du Lamrim, sur la différence entre la sérénité et la vision supérieure, entre shamatha et vipassana. Shamatha, vipassana. Donc, pourquoi c'est important de commencer par ça? Je vous pose la question.
de voir la différence entre les deux. Pour savoir où on va, oui. Pour ne pas faire de confusion. Alors, sérénité, je vais vous donner les synonymes hein, pour pas qu'il y ait de confusion dans votre esprit. Sérénité, shamatha, calme mental, demeurer calme, tout ça c'est synonyme, c'est la même chose. Vision supérieure, maintenant, dans un autre sens. Vision supérieure, vipassana, vipassana, vue pénétrante, tout ça c'est aussi synonyme. C'est des traductions différentes. Vipassana c'est en sanskrit, vipassana c'est en pali, shamatha c'est en sanskrit, samatha c'est en pali. Donc ça, c'est important que vous ayez ces termes en tête, parce que le texte parfois va en employer plusieurs. Ça veut dire la même chose. Donc, Lama Tsongkhapa commence par parler de qu'est-ce que sont le calme mental et la vision supérieure. Et ça, il le fait parce que c'est important dans notre pratique d'avoir clairement à l'esprit quelle est la nuance entre les deux, pour ne pas avoir l'impression de faire du calme mental quand on fait de la méditation analytique ou qu'on cultive vipassana, et l'inverse. Il faut clairement avoir à l'esprit qu'est-ce qu'on pratique et quel est le but. Donc, Lama Tsongkhapa va commencer par d'abord parler des bienfaits de ces deux pratiques, mais ça, on va sauter ce point-là, parce qu'on va le voir plus tard. Et d'ailleurs, je ne vais pas suivre tout le Lamrim Chenmo, parce qu'il fait quand même beaucoup de pages, et l'objet de ces journées, c'est de tirer les points clés qui peuvent être importants dans notre pratique à nous. Donc, je pense que dans notre pratique à nous, c'est important d'avoir la distinction claire à l'esprit entre sérénité et vision supérieure, entre shamatha et vipassana. Donc, dans le texte, on va directement passer à la nature de shamatha. Qu'est-ce que c'est shamatha? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est 2B, 4B, 2A, 2C, 2C, 3A, 3C, 2B, 3. Ça va, vous suivez? Nature de shamatha et vipassana, c'est la première page. Premier point, nature de shamatha. Alors c'est quoi shamatha? Si on veut pratiquer quelque chose, c'est quand même bon de savoir ce que c'est quand même. Et si ça existe, ça, les Tibétains sont très forts pour ça. Si ça existe, ça peut être défini. Si ça existe, ça peut être isolé de ce que ça n'est pas. Parce que si on se dit shamatha, vipassana, c'est à peu près la même chose, c'est un peu la méditation, il est possible qu'on s'en mêle un peu les pinceaux. C'est pour ça que les Tibétains sont très à cheval sur la définition. Parce que la définition, ça permet de savoir qu'est-ce que c'est. En fait, c'est arriver à ce que son esprit reste sur un objet, que ce soit une lumière ou Alors, est-ce que c'est que shamatha, c'est de rester sur son objet? Par exemple, moi là, je fais inspire, expire. Faites-le aussi de votre côté. Ok? Une inspiration, une expiration. Vous restez au moins sur l'inspire et l'expire. Hein. Pas de distraction là. Ok? Faites le test. Voilà, ça c'est shamatha. Bon, bah cette journée se termine, merci. C'était super. L'instruction directe est passée. Ok, donc la définition de rester sur son objet, c'est peut-être un peu plus que ça, shamatha. Mais il y a de ça, hein, c'est sûr. Hein. Mais maintenant, il va falloir être un petit peu plus précis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas en ligne. Hein. C'est peut-être atteindre une stabilité mentale dans la durée.
Et c'est combien de temps, Catherine? Une vie ou plusieurs? Une vie? Ou plusieurs, enfin c'est compliqué ça. Pour que j'atteigne le shamatha, il faut que je reste toute ma vie en absorption méditative sur mon coussin. Ah bon? Ok. Il faut une perfusion, un truc comme ça, non? C'est pas 24 minutes 24 minutes? Disons, c'est... J'avais lu ça dans un texte sur Shamatha, que c'était des sessions de 24 minutes. Ah oui, oui, mais des sessions de 24 minutes pour permettre à l'esprit de rester après beaucoup plus longtemps. Mais ça s'appelle un gatika, ça. C'était en fait un gatika, c'était l'unité de mesure du temps dans l'Inde antique. On mesurait le temps par session de 24 minutes, en fait. Quelqu'un d'autre? Shamatha, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le but de la pratique? On doit atteindre Shamatha, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Vous en avez déjà entendu parler un peu ou pas? Est-ce que c'est par exemple par rapport au dhyana, je ne sais pas comment on dit. Ah, ok. On arrive à différents niveaux. Alors, tu dis que c'est en lien avec les dhyana, ce qu'on appelle les concentrations. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des dhyana? Non? Oui? Les dhyana. Dhyana, c'est des niveaux de concentration qui sont après shamatha. Donc, ce n'est pas encore tout à fait la même chose, on va en parler de ça, de toute façon. N'hésitez pas, dites-moi. C'est plus peut-être les différentes techniques pour arriver au calme mental. C'est tout le process. Alors, est-ce que shamatha, c'est une technique ou c'est le résultat de la technique? Le résultat de la technique. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est comment la technique peut nous permettre d'atteindre shamatha. Shamatha, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, qui permet... Non, je ne vais pas vous le dire. Qu'est-ce que c'est shamatha? Il y a une partie qui concerne la stabilité. Après, il y a aussi la stabilité, donc on doit pouvoir rester concentré sur l'objet pendant longtemps. On doit pouvoir rester concentré sur l'objet pendant longtemps. Genre plusieurs heures. Plusieurs heures, ok. Après, il y a la clarté. La clarté. L'objet doit être clair. L'objet doit être clair, d'accord. Et dernier, je crois que C'est tout. c'est tout, je pense. D'accord. Voilà. Peut-être la félicité aussi. Et la félicité aussi. On commence à être un peu plus précis là. Quelqu'un d'autre? Est-ce que ce serait la capacité d'observer plutôt que de réagir? Alors ça fait partie du processus, parce qu'on va avoir plein de distractions et il ne va pas falloir suivre le film, il va falloir rester sur notre objet de méditation. Ça, c'est un des sous-produits de la méditation. Oui, mais ce qu'on cherche, nous, à atteindre, là, ce n'est pas juste un petit peu de calme et un petit peu de rester 5 minutes sur le souffle. Shamatha, c'est vraiment une méthode professionnelle pour atteindre une absorption méditative. Donc, c'est beaucoup plus que simplement observer le contenu de la sphère mentale, nos pensées, sans se laisser happer par nos pensées, nos projections, nos souvenirs, nos jugements, etc. Ça en fait partie. Ok? Quelqu'un d'autre? Est-ce que ça permet aussi de donner de l'énergie pour continuer? Est-ce que c'est ce qui nous permet de... Oui, mais dans une définition, il faut isoler cette chose-là de ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est la fonction de l'effort joyeux, presque. Effort joyeux n'est pas nécessairement calme mental. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais évidemment que dans l'accomplissement de shamatha, on va avoir cette notion de développer l'effort joyeux, d'avoir une force intérieure décuplée. Ça, c'est un des sous-produits de la... Je vous laisse 2 minutes en silence pour essayer de vous dire, mais je pratique pour faire quoi? C'est quoi le but? C'est quoi la finalité? La connaissance profonde de la conscience. Alors, ce n'était pas une question... Merci Didier. Connaissance profonde de la conscience, oui, ça c'est ce qu'on va faire après.
ça va servir ça. Oui. Mais qu'est-ce que c'est shamatha? Juste shamatha. Pas ce qu'on peut faire après, mais juste que c'est shamatha. C'est réussir à avoir un esprit qui est serein sans toute cette conception sensorielle autour qui vient perturber peut-être. Oui. Pour aller, j'ai du mal à expliquer. Oui, ça en fait partie aussi. Ok. Je vous laisse quelques instants en silence si vous voulez vous poser la question intérieure, vous dire ok, ben, je vais me lancer dans 4 mois peut-être d'observation d'une technique. Ce serait quand même bien que je sache où est-ce que ça doit me conduire quand même. Ok. Alors, shamatha, avant que je vous lise ce qu'en dit un des sutras, shamatha, c'est cet état d'attention complètement vide de toute distraction dans lequel a surgi la double souplesse et la double félicité. Donc ça, c'est pas une définition, hein, c'est la manière dont je le paraphrase. Un état d'attention libre de toute distraction, dans lequel a surgi, c'est pas dans lequel surgit, c'est dans lequel a surgi la double félicité et la double souplesse. Alors on va expliquer un petit peu. Donc déjà, c'est un état où il n'y a aucune distraction, c'est-à-dire qu'on est totalement focalisé en un point sur l'objet de méditation. Que ce soit un objet... D'ailleurs, quel est l'objet de shamatha? On peut prendre l'objet qu'on veut, est-ce que vous êtes d'accord? Qui dit oui, qui dit non? Non? Pourquoi pas? Ça dépend de l'état où tu es. On peut commencer par le souffle là. On ne peut pas prendre n'importe quel objet. Ah bon? Il y a des objets qu'on ne peut pas prendre pour shamatha. Ah? Ben, si ça doit être vide de toute distraction, ça ne peut pas être une visualisation, par exemple. Ok, d'accord. Une visuelle. D'accord, non, mais c'est un avis. On peut pas atteindre shamatha si c'est un objet sensoriel. Alors, c'est quoi un objet sensoriel? Vous avez entendu? Julien dit on ne peut pas atteindre shamatha si on prend un objet sensoriel. Le souffle tactile. Le souffle, c'est sensoriel. Je dis quoi? Le souffle, c'est sensoriel, donc on ne peut pas atteindre shamatha en utilisant le souffle? Oui ou non? Oui. Qui dit oui? Levez la main. Oui. Arnaud, tu dis oui, toi? Bah, il y a des débats sur le sujet, mais effectivement. Ah! Qui dit non? Qu'est-ce que dit Tsongkhapa? Moi, je dis pas non, hein, je vous engage juste à lever la main. Qui dit non en ligne? Qu'on ne peut pas atteindre le calme mental en prenant le souffle? Ah non. Ça a été fait déjà. Evelyne. D'accord. Pourtant, dans les objets de calme mental, la Tsongkhapa, il cite le souffle quand même. Hein. Pour les gens qui sont enclins à la discursivité, c'est-à-dire les gens qui ont un dialogue intérieur récurrent, pour eux, le calme mental sur le souffle, c'est quand même vachement bien. Alors oui ou non, est-ce qu'on peut le prendre, le souffle? Oui.
Oui. Ah oui. Moi, je pense qu'on peut le prendre, mais en fait, il y a une différence entre ce qu'on ne peut pas faire pour atteindre le calme mental, c'est on ne peut pas atteindre le calme mental avec une conscience sensorielle. Notez bien la nuance. Hein. Alors, si je suis conscient de la sensation sur ma main, c'est ma conscience sensorielle qui le perçoit. Si tu fermes les yeux, visualise le visage de ta maman, par exemple. Ça, c'est ta conscience mentale. Voilà. Fermez les yeux, entendez le bruit d'une cloche. Ça, c'est la conscience mentale. Fermez les yeux, percevez la saveur du citron. Ça, c'est la conscience mentale. Ça, c'est la conscience auditive, sensorielle. Ça, c'est la conscience sensorielle. Ça, c'est la conscience sensorielle. Ça, c'est la conscience... Comment ? C'est tout ce qu'on n'imagine pas. C'est pas vraiment nécessairement une imagination, la conscience mentale. Mais oui, c'est assez proche de ça. Donc, le souffle, est-ce que c'est un objet nécessairement sensoriel ? Oui ou non ? On peut en avoir une représentation mentale, mais ça me paraît quand même compliqué de méditer dessus. Qu'est-ce que vous... Oui ? Quand vous respirez... Quand on souffle, c'est quand même sensoriel, puisqu'on sent son ventre qui gonfle, il y a des choses qui se passent dans le corps. Et on ne peut pas visualiser le souffle ? Hein ? Si, oui, on peut imaginer une lumière blanche qui rentre, oui. Bah oui. Alors, on peut développer de la pleine conscience et de la vigilance avec un objet sensoriel. D'ailleurs, on est invité à le faire. Être conscient des bruits autour de nous, ça peut nous permettre de développer des qualités attentionnelles. Mais pour développer shamatha de manière professionnelle, le développer et le parfaire, on est obligé d'être dans la sphère mentale. Il y a un moment, il faut que les consciences sensorielles se coupent. Mais c'est assez loin. Et même le souffle devient un objet de la sphère mentale. Donc en fait, on pourrait développer quasiment le calme mental avec presque tous les objets, sauf qu'il y en a qui vont être beaucoup plus difficiles. Si on prend quelqu'un pour qui on est en colère, ça va être difficile de développer le calme mental avec un tel objet. Mais même le souffle peut devenir un objet qui est observé dans la sphère mentale. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Lama Tsongkhapa présente comme étant important. Il faut que ce soit un objet dans la sphère mentale. Donc, oui, Arnaud ? Du coup, je me demandais si au-delà de ça, il faut que cet objet soit, alors stable, c'est pas le bon mot, mais qu'il y ait une forme qu'il soit fixe, parce que ça me paraît difficile d'être focalisé sur quelque chose qui passe. Si j'ai une représentation mentale du souffle, c'est quand même quelque chose qui bouge quand même, qui change. Alors Arnaud dit, ouais, mais j'ai l'impression aussi qu'il faut que l'objet soit stable, parce que le souffle, il change de l'inspire à l'expire, on voit que ça bouge beaucoup quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas, il faudrait que ce soit trop... C'est trop mouvant ? Pourtant, on peut méditer en regardant les vagues de la mer. Alors on peut méditer, mais on ne peut pas atteindre le calme mental en regardant les vagues de la mer. Il y a un moment, il va falloir les imaginer, les vagues de la mer. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, de toute façon, l'esprit va se recroqueviller à l'intérieur, un petit peu comme quand on s'endort, sauf qu'on ne s'endort pas vraiment, on reste très très éveillé, mais les consciences mentales viennent se couper petit à petit. Et si on empêche ça parce qu'on est encore maintenu par une conscience sensorielle, on va empêcher l'esprit d'entrer en absorption méditative. Mais on peut commencer, d'ailleurs, les textes, on verra pas nécessairement dans cette session, mais dans une prochaine, que le texte nous encourage, si on prend un objet mental, si je prends ça, à le visualiser bien souvent avec mes yeux, pour ensuite en former une impression mentale. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut s'entraîner avec un objet visuel, mais il faut être clair que ce n'est pas ça
en maintenant le contact avec mes yeux qui va me permettre d'atteindre le calme mental. Donc il y a un moment, il faut que j'arrive à produire cette image dans mon esprit. Donc j'ai enseigné plein de fois le calme mental avec le souffle, avec la nature de la conscience. Là, on va vraiment suivre la Matsongkhapa et on va le faire avec une visualisation. Mais ça n'empêche pas de commencer par faire ce qu'on appelle une méditation hybride. Si on prend le souffle, de rester connecté au souffle par la sphère sensorielle, mais en même temps d'essayer d'avoir une impression de lumière qui rentre ou avoir méditation hybride pour pas tout de suite faire une transition entre la sphère sensorielle et la sphère mentale. Et je pense que ça aide vachement. Parce que tout de suite dans la sphère mentale, c'est pas évident. Hein. Donc de commencer, on maintient un contact avec la sphère sensorielle, on est conscient de notre respiration, et en même temps on visualise les canaux, on visualise ce qu'on veut en fait. Hein. Après c'est à nous d'être créatifs. Hein. Et il y a un bienfait à faire ça, c'est parce que ça vient générer beaucoup plus facilement la clarté dans l'esprit. Donc, le calme mental, c'est cet état de l'esprit totalement focalisé en un point, sans aucune distraction, dans lequel a surgi la double souplesse et la double félicité. En fait, un des leviers qu'on développe dans la culture de Shamatha, c'est la souplesse mentale. C'est l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec notre esprit. On a notre esprit sur le bout des doigts. À l'inverse de la léthargie, où chaque fois qu'on veut penser à quelque chose, on n'y arrive pas. On tire notre esprit comme un boulet, quoi. J'ai envie d'essayer de générer de la compassion. La compassion, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi compassion déjà ? On n'arrive pas à se souvenir de choses, tout est laborieux. Ça, c'est une forme de léthargie. Compassion, puissent tous les êtres être séparés de la souffrance et des causes de la souffrance. On a du mal à générer les choses. On n'a pas du tout notre esprit sous les doigts, en fait. Et plus on développe Shamatha, ça on va le voir dans les bienfaits, sans doute cet après-midi, plus on arrive à voir notre esprit à notre guise. On peut vraiment poser notre esprit là où on veut, quand on veut. On peut faire apparaître des choses extrêmement complexes dans notre esprit en un clin d'œil. On peut générer des états beaucoup plus facilement. Et on a l'impression aussi que notre corps peut être utilisé pour tout. On a une espèce de vigueur et une souplesse physique qui nous donne l'impression qu'on pourrait faire n'importe quoi. Donc ça, c'est la double souplesse et la double félicité. C'est un des bienfaits de Shamatha. C'est une expérience exceptionnellement intense de bonheur. Et pas seulement dans l'esprit, mais également dans le corps. C'est pour ça qu'on l'appelle double ? Oui, exactement. La double félicité, c'est parce que c'est la félicité du corps et de l'esprit, et la double souplesse, parce que c'est la souplesse du corps et de l'esprit. Et c'est pas juste « Oh, je me sens bien dans ma méditation, ça y est, j'ai atteint Shamatha ». Il faut qu'il y ait ça, une absence de distraction pendant plusieurs heures au moins, totale. Hein. Donc c'est pas juste se sentir bien, parce que Shamatha, c'est quand on atteint le petit éléphant qui est ici, là. Shamatha. Ça, c'est le niveau 9. Ça, c'est Shamatha, on l'atteint, Shamatha. On va voir hein, tous les détails. Hein. Mais à partir du niveau 4, 5, on peut commencer à avoir des expériences très fortes aussi de félicité, de bonheur, de bien-être, de calme, de sérénité, mais ce n'est pas l'accomplissement de Shamatha. Ça, c'est important. Parce que si on se dit qu'on est arrivé alors qu'on n'en est qu'au niveau 5, ben on va s'arrêter là, en fait. On ne va pas continuer à activer les leviers. Donc, Shamatha, le texte, le sutra qui révèle l'intention, le sens de l'intention, non, le sens, qui révèle le sens, Samdhinir Mochana Sutra, dit que alors que vous demeurez dans la solitude et dirigez votre attention à l'intérieur, vous vous portez sur ces sujets sur lesquels vous avez réfléchi avec soin. Et ça montre la continuité de l'écoute, la réflexion
et la méditation. Il faut que l'objet sur lequel on va méditer, il soit disponible. Votre attention s'engage continuellement et l'état d'esprit par lequel vous faites ceci et que vous le faites souvent et dans lequel surgit à la fois la souplesse physique et la souplesse mentale, ceci est appelé la sérénité. Ceci est appelé shamatha. Donc vous voyez, c'est le maître étalon, le standard, il est assez haut quand même. Hein. Parce que pour atteindre shamatha, moi j'ai entendu d'une source, mais je ne sais pas si elle est valable, mais c'est au moins 4 heures absolument absorbé, du départ de la session jusqu'à la fin, il n'y a aucune distraction, on est totalement absorbé, il y a la double souplesse et la double félicité qui survient dans l'esprit, par des signes que je décrirai plus profondément, parce qu'il y a des signes physiques qui sont autres que ça, et ça c'est vraiment atteindre shamatha. Donc, ce qu'on fait nous, on dit qu'on fait une pratique de shamatha, mais on fait une pratique pour atteindre shamatha. Il y a une différence entre pratiquer pour aller vers et le produire dans son esprit. Ok ? Donc comment on va essayer de produire ça ? Ça va être la question. Comment on fait pour que ça puisse, être généré dans notre esprit ? Donc je vous invite à prendre juste quelques instants avant qu'on fasse une pause. Et d'observer que dans notre esprit, pour avoir atteint le calme mental, il faut qu'on ait une absence totale de distraction. Et pas seulement des distractions grossières qui nous font complètement perdre notre objet de méditation, si c'est le souffle qu'on a choisi, mais de tout micro-grésillement également. Et que dans notre esprit soit générée une félicité, une extase même, qui n'a aucun équivalent dans tout le plaisir des sens qu'on peut percevoir dans la vie ordinaire. Et que cet état qu'on est capable d'atteindre, il prend comme point de départ exactement l'endroit où on est aujourd'hui. Le départ, c'est ça. C'est est-ce que je peux simplement me porter sur un cycle de respiration ? C'est pas qu'on va changer une roue à la voiture, c'est ce même esprit qui va, par son développement, être capable d'atteindre shamatha. Je ne vais pas acheter un nouvel esprit et venir le souder. À quoi d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est mon esprit là, aujourd'hui comme il est, dimanche matin, qui a le potentiel d'atteindre ça. Si tant est qu'on mette en œuvre à la fois la bonne technique et un environnement dans notre vie de tous les jours qui permettent ça. Et on peut produire déjà cette micro-aspiration de se dire « Waouh !» Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit François là, mais enfin ce qu'il dit François, se portant, qui est comment dire, l'expression que je n'ai pas sortie de mon chapeau, hein, qui vient quand même de grands maîtres, parce que c'est aussi l'intérêt de citer la Tsongkhapa, c'est que on voit qu'il y a une lignée très très forte
qui n'a pas été brisé depuis Bouddha Shakyamuni, de l'explication de cette technique. Et si c'est vrai que je peux atteindre une félicité immense, je peux aussi commencer à me dire, waouh, ce serait peut-être pas mal quand même. Parce qu'on va voir toute la fonction que ça a dans notre existence.